bien, bonjour et bienvenue pour ce grand théma CEO de monde informatique dédié à la performance du SI. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement ou plus globalement à la performance de l'entreprise, à la performance de l'innovation et à la performance de l'IA. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Philippe Boulanger. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Alors, comment vous décrire? Vous êtes entrepreneur, vous avez fait un certain nombre de fonctions aussi au sein de grands groupes, IBM, Sagem, Sony, Neopost, Apple. Vous étiez dans certaines fonctions plus orientées R&D, ingénierie, autour du numérique, mais aussi aux côtés des ventes. En fait, vous avez de multiples casquettes et aujourd'hui, vous êtes conférencier et vous faites aussi du conseil auprès des entreprises justement pour adopter l'IA, mais pas simplement. J'ai un peu résumé, c'est correctement résumé Oui, ou tout à fait. Je pense que c'est très résumé. En fait, c'est compliqué de résumer quelque chose d'aussi... un parcours aussi riche. Voilà, exactement. Et donc, oui, mon sujet de prédilection, c'est l'innovation. Et il se trouve, et on va y venir tout à l'heure, que l'IA fait partie des courants principaux de l'innovation. Donc, forcément, je ne pouvais pas éviter de parler d'IA, d'autant plus qu'effectivement, l'IA, ça a été aussi un parcours riche pour moi. Alors, vous avez fait un passage chez Apple, vous avez croisé Steve Jobs. Alors, bon, tout le monde ne croise pas Steve Jobs, on n'a pas croisé Steve Jobs plutôt. Qu'est-ce que vous avez comme anecdote peut-être à nous raconter? Est-ce que c'était une source d'inspiration pour vous? Qu'est-ce que vous en tirez en fait de cette rencontre? Alors, en fait, quand je rentre en conférence, donc avant d'arriver sur scène, je suis toujours présenté par le maître de cérémonie ou l'organisateur de la conférence. Et une des caractéristiques des conférenciers professionnels, c'est qu'on ne se présente jamais, on est toujours présenté. D'accord. Et donc, pour faire ça, je donne un texte. Et dans ce texte, j'ai une anecdote justement au sujet de Steve Jobs qui permet de positionner un petit peu la chose. Alors, du coup, je vais vous raconter l'histoire. Oui, racontez-nous l'histoire. Donc, on est en mars 1997, et je suis dans mon bureau chez Apple, à Cupertino, et je viens de raccrocher mon téléphone. On venait de m'avertir que Steve Jobs était dans les couloirs et il se rapprochait de mon bureau. Ah, il venait vous voir? Alors, c'est pas qu'il venait me voir particulièrement, mais on m'a dit, il arrive, ferme ta porte. D'accord. Alors là, c'est quand même étonnant qu'on me dise ça. Et en fait, il faut comprendre le contexte. Steve Jobs, donc on était dans un building qui avait des couloirs circulaires dans le building. Et d'ailleurs, la rue qui est autour du building s'appelle Infinite Loop. Donc ça, c'est un gros clin d'œil aux informaticiens. Oui. Et donc, quand il sortait de son bureau et qu'il commençait à partir dans les couloirs, les gens avaient peur de le rencontrer. Parce que quand il rencontrait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il lui demandait ce qu'il faisait pour Apple. Et la personne, si elle bafouillait, si elle n'était pas capable de s'exprimer, si Steve Jobs jugeait qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée, il était capable de la faire virer sur le champ. Ah oui. Donc en fait, ça générait une psychose à l'avance. Et donc dès l'instant où il sortait de son bureau et qu'il commençait à parcourir les couloirs, eh bien, il y avait les téléphones qui sonnaient pour avertir tout le monde. Et voilà, les gens s'avertissaient les uns les autres. Attention, il y a Steve Jobs qui arrive. Alors vous étiez quoi, en mode panique, Philippe? Eh ben moi, j'ai ouvert ma porte. Très bien. Moi, j'ai ouvert ma porte. Ceci dit, ce n'était pas la première fois que je le rencontrais, donc ce n'était pas un problème non plus. Et donc la raison, moi, pour laquelle j'étais chez Apple à l'époque, c'était parce que j'avais été embauché comme étant le spécialiste télécom du monde d'Apple. Donc j'étais le patron d'un groupe qui s'appelait Communication Products and Technologies et j'étais aussi le patron de la R&D européenne. Mais la raison pour laquelle j'avais été embauché, c'est que j'avais créé les premiers systèmes de visioconférence pour Apple avec mon équipe à l'époque, quand j'étais justement entrepreneur. Et c'est ça qui a fait... j'ai pas créé FaceTime, mais en tout cas, j'ai fortement inspiré. Vous étiez voilà. au début, quoi. Au début, oui. Et l'IA. Alors l'IA, on peut imaginer, j'imagine que vous n'avez pas attendu ChatGPT pour vous intéresser à l'IA. Votre première rencontre, je dirais que cette grande dame de l'IA, c'était quand? Alors ça, on va revenir en 92. Alors peut-être, si vous voulez, on peut revenir sur Steve Jobs, parce qu'il y a un autre élément clé quand même par rapport à Steve Jobs qui m'a fortement, impacté. C'est le fait de le voir, ainsi que le top management, préparer des keynotes. Alors aux États-Unis, vous savez, dans la culture anglo-saxonne, il y a quelque chose qui est fait là-bas, qu'on ne fait pas en France. C'est dès l'équivalent du cours préparatoire, ce qu'on appelle le first grade. On demande aux enfants de venir de chez eux avec un objet qu'ils aiment et dont ils peuvent raconter l'histoire. Alors évidemment, l'enjeu, il est très différent, puisque on connaît l'objet, on connaît son histoire, on a des attachements émotionnels par rapport à l'objet. Et on peut raconter très facilement l'histoire de l'objet. Donc dès le départ, les gamins sont formés pour parler en public devant leur père et devant les autres gamins. Nous, en équivalent, en France, on est au mode récitation.
où on n'a qu'une seule peur, c'est de rater un verre. Hein. Mmh. Donc, on n'est pas dans le même mode de fonctionnement. Et ça change tout. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand on les voit préparer des keynotes, ils sont entourés de spécialistes de la communication. Tout est préparé à la virgule près. Rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard. Et pour dire à quel point c'est préparé, c'est qu'on fait des répétitions des keynotes en interne, donc chez Apple, soit dans une grande salle, soit dans l'auditorium, de manière à regarder comment le public interne d'Apple réagit à la keynote. Mmh. Et ça permet de faire encore des réglages. Donc c'est vraiment du fine-tuning. C'est du fine-tuning, je n'ai jamais vu ça en France, jamais. Alors, grande leçon, alors, on n'a pas répété, nous. On n'a pas répété avant. Non, on n'a Philippe. pas répété, non. Mais je pensais à l'IA, votre rencontre avec l'IA, notamment pour revenir à Apple. Je me dis, est-ce que vous avez participé un peu à Siri? Est-ce que c'était... Non, c'était trop tôt pour moi par rapport à Siri. Par contre, et je vais revenir là-dessus, en 92, c'est là où j'ai été exposé à l'IA pour la première fois. Et quand je suis arrivé chez Apple, du coup, j'en ai profité pour parler déjà de l'IA. Et je me souviens d'une réunion avec Steve Jobs où j'ai parlé justement d'une IA spécialisée pour les télécoms, entre autres pour gérer le Wi-Fi. Donc ça, c'est un des éléments qui, pour moi, avait été un grand sujet de discussion avec Steve Jobs. Mmh. Donc je reviens en 1992, j'avais un doctorant dans mon entreprise à l'époque, et moi je venais juste de finir mon doctorat en informatique. Donc forcément on se comprenait, hein, puisqu'on avait le même type de passion pour des choses un peu techniques et technologiques et un petit peu avancées. Et à l'époque, on ne parlait pas d'IA, d'ailleurs on parlait de logique floue, on parlait de système expert, on commençait à parler de réseau de neurones, mais c'était exactement la même chose, hein, sauf que les puissances de calcul qu'on avait à l'époque ne permettaient pas de faire des choses aussi complexes et aussi larges que ce que font les LLM aujourd'hui. Par contre, ça permettait de faire des tâches spécialisées avec beaucoup d'efficacité. On revient, hein, on aura des LLM et des SLM hein, plutôt sur des aspects vraiment verticaux ou sur des industries, des usages bien spécifiques. Donc en fait, on a un mix un peu des deux approches de l'IA. Là aujourd'hui, vous sortez un ouvrage chez Duno qui est intitulé « Innover ou agoniser ». C'est vous qui voyez. Alors personnellement, je préfère innover qu'agoniser. Avec un sous-titre « La révolution de l'intelligence innovationnelle ». Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait à quoi a trait cet ouvrage? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence innovationnelle? Alors, c'est intéressant que vous ayez lu le sous-titre de cette manière, en disant la révolution de l'intelligence innovationnelle, et c'est un sous-titre qui m'a beaucoup tenté, je dois le dire. En fait, c'est la révélation. Ah oui, alors donc c'est moi qui fais un raccourci. Ouais, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ça montre que, justement, je suis très proche aussi d'une révolution. Donc, une révélation, c'est une épiphanie, c'est une prise de conscience. Mmh. La révolution, c'est le côté un peu disruptif, si vous voulez. Et ce n'était pas vraiment là où je voulais aller finalement, c'était vraiment le côté prise de conscience qu'il y avait une autre intelligence qui est cette intelligence innovationnelle. Alors elle est basée sur plusieurs paramètres. Un, je me suis aperçu que quelles que soient les méthodes d'innovation qui existent, elles marchent toutes. Mmh. Sauf que ça ne marche pas partout dans toutes les entreprises. Pourquoi? Parce que dès l'instant où l'humain interprète une méthode, ça déraille. Ça déraille. Et forcément, je me suis interrogé, mais qu'est-ce qui fait que dans certaines entreprises, ça fonctionne et dans d'autres, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que même au sein d'une famille ou d'un couple, d'ailleurs, on peut avoir une démarche innovationnelle hein, dans un couple, pour éviter la routine, hein, tout simplement. Et pourquoi dans certains, ça fonctionne, dans certains, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même approche ou la même méthode, et par contre, en fonction de l'environnement, de la culture d'entreprise, on n'aura pas du tout les mêmes résultats, c'est ça? Alors, justement, ce que je propose, c'est d'avoir une méthodologie qui permet d'avoir les résultats. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et cette méthodologie, elle est basée sur deux fondations. Alors, la première fondation, c'est le vécu de l'individu. Mmh. Alors, l'individu, ça peut être aussi bien le patron, mais n'importe quelle personne dans l'entreprise. La deuxième fondation, c'est le vécu au sein d'une équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes de groupe qui se passent dans une équipe qui vont permettre ou empêcher l'innovation. Et aussi bien le vécu de l'individu que le vécu de l'équipe vont permettre de créer des éléments absolument clés pour l'organisation. Voilà. Premier élément clé, c'est la vision et la stratégie. Le deuxième élément clé, ça va être la culture et la sécurité psychologique. Alors, je vais détailler, si vous voulez, ces différents ensembles. Par exemple, sécurité psychologique, de quoi parle-t-on? Oui, je vais détailler ces différents éléments. Un troisième pilier, qui est aussi créé par un individu ou une équipe, c'est la manière de communiquer, de prendre des décisions. Et donc j'ai 6 piliers comme ça. Donc on va s'arrêter sur les premiers qui sont vraiment absolument critiques, aussi bien pour l'innovation que pour l'IA. Donc la vision et la stratégie. Si vous n'avez pas de vision ou de stratégie,
pour guider l'innovation, ou même pour guider l'IA, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va être comme un poulet sans tête, ça va partir dans tous les sens et ça finit par mourir. L'image est elle est assez claire. Mais est-ce que ça veut dire, parce que, pardonnez-moi, mais vision stratégie, on pense à vision globale et stratégie entreprise. Est-ce que par exemple dans l'IA, on peut avoir très bien des approches par use case pour des cas bien précis sans en faire une stratégie d'entreprise et d'avoir une vision sur le sujet? C'est-à-dire d'être plutôt, je dirais, entre guillemets, opportuniste. C'est-à-dire on a un cas bien précis, on va faire de l'IA sur un segment de l'entreprise ou un usage métier. Est-ce que ça fait partie, est-ce aussi une vision? Alors ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire l'IA n'impacte pas la vision et la stratégie d'entreprise de manière globale. C'est juste un outil ou une série d'outils qu'on va utiliser. Et dans ce cas-là, effectivement, au même titre qu'on va utiliser de l'informatique ou de la bureautique, on va décider d'utiliser Microsoft plutôt que Linux. En fait, ça fait partie de l'ensemble des outils qu'on peut utiliser. La question, c'est est-ce qu'on va avoir une vision spécifique, une stratégie spécifique avec l'IA dans ce cas-là. D'accord. De la même manière, est-ce qu'on a une vision spécifique et une stratégie spécifique par rapport à l'innovation? Si on n'en a pas, autant le savoir. C'est pour ça que le fait de décider, décider, ça veut dire qu'on coupe quelque chose. Ça permet d'être sûr qu'on est dans la bonne direction. La vision et la stratégie, c'est l'étoile polaire pour les collaborateurs. C'est ce qui leur permet de dire on est dans la ligne de l'entreprise ou pas. Et ça permet d'afficher aussi une volonté d'y être. Ça permet d'afficher une volonté. Donc si vous faites quelque chose qui est innovant ou qui utilise de l'IA et qui est complètement à l'écart des objectifs de l'entreprise, c'est de la perte d'énergie, c'est de distraction. Deuxième point, vous étiez sur le... Alors, par curiosité, parce que vous parliez de sécurité... C'était quoi le terme? Sécurité psychologique. Sécurité psychologique. De quoi parler où pour rebondir? Bon, alors pour la culture, c'est culture et sécurité psychologique, les deux sont fortement liés. La culture d'entreprise, en fait, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est que si elle n'est pas intentionnellement créée par le top management, elle va s'auto-organiser, elle va s'auto-créer. Et en général, quand on laisse la culture s'installer par elle-même, en fait, on va avoir plein de microcultures en fonction de départements, de services, de groupes. On peut même parler de baronnie, parfois. Voilà. Effectivement, de baronnie, on va avoir des guerres de territoire, des guerres d'influence, et on va se retrouver dans une situation qui va être extrêmement compliquée. Dès l'instant où on met en place intentionnellement au niveau du top management une culture, la culture de l'innovation entre autres, avec tout ce qui va autour, avec la mise en place de budget, de structure, le fait qu'on sait que tout ne marche pas parfaitement du premier coup, et ainsi de suite, ça change la donne. Vous savez, quand on a un CEO qui veut dire Chief Executive Officer, dedans il y a exécutive. Oui. Exécutive, c'est l'exécution. L'exécution, c'est assimilé au zéro risque, zéro défaut aujourd'hui dans les entreprises. L'innovation et l'IA, c'est pas zéro risque, zéro défaut. Donc c'est là où, en fait, on peut avoir un écart à comprendre et surtout à mettre en œuvre en termes de plan d'action pour faire le pont entre des situations où on attend le zéro risque, zéro défaut et des situations où on attend de faire bouger les choses, pas forcément en prenant des risques. Aujourd'hui, je considère qu'on prend des risques en n'innovant pas ou en n'adoptant pas l'IA plutôt qu'à ne rien faire. En fait, c'est un peu d'adopter un peu à l'américaine, de savoir prendre des risques et de savoir se retourner aussi très vite. C'est l'agilité, l'adaptabilité. Alors, la sécurité psychologique. Oui, donc j'ai parlé de la culture, on va parler de la sécurité psychologique. Alors, s'il y a un élément de performance, c'est bien celle-là. La sécurité psychologique, c'est ce qui va permettre à tout individu dans l'entreprise de s'exprimer de manière claire, sans avoir peur d'être ni jugé ni puni par ses pairs ou sa hiérarchie. Je dirais presque libre, d'avoir aussi une parole libre. Libre de parler, sans avoir cette peur d'être jugé ou d'être puni par sa hiérarchie. Et c'est essentiel pour la performance, mais c'est essentiel aussi pour l'innovation. Parce que pour l'innovation, si on a des idées, évidemment, et qu'on vient les proposer, et qu'on se fait jeter en permanence, pour des raisons qui peuvent être tout à fait valides d'ailleurs, au bout d'un certain temps, on ne revient pas. Quand vous prenez, tiens, exemple, Elon Musk fait l'acquisition de Twitter et donc de X. Et il s'étonne que la portée de ses tweets est en chute libre. Il va voir un ingénieur et il dit, écoute, il y a un problème avec l'algorithme, là, j'ai plus la bonne portée. Est-ce que tu peux regarder? L'ingénieur regarde, et puis il revient vers Musk en disant, écoutez, en fait, non, il n'y a pas de problème d'algorithme, c'est juste que les gens s'intéressent moins à vous. On le voit sur tous les réseaux. Ça n'a pas plu à Musk, il a viré le gars. Donc, vous avez quelqu'un qui a été transparent et honnête,
Et le résultat, c'est qu'il se fait virer. En fait, il a cassé le thermomètre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, pour le reste des employés de l'entreprise? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être transparents et honnêtes? Non, tout le monde s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de non-sécurité psychologique. Mmh. Dans les autres exemples, qui sont des exemples plus ou moins récents, alors il y en a un qui est absolument incroyable, c'est celui de Boeing. Boeing, quand vous voyez Boeing, la catastrophe industrielle, alors que vous aviez des personnes qui disaient « on a des problèmes de qualité de production », et on leur a demandé de se taire, et donc avec un régime de peur, on leur a dit « si tu ne te tais pas, tu es viré », eh bien, on voit les milliards que ça coûte à Boeing, et quand je dis les milliards, je voudrais dire les dizaines de milliards, quand je ne parle même pas de la bourse pour les actionnaires, c'est juste une catastrophe industrielle. Mmh. Le cas précédent, c'était Volkswagen avec le Dieselgate. Une culture de la peur, pareil, qui fait que les ingénieurs n'osaient pas dire qu'ils n'étaient pas capables de répondre aux nouvelles normes européennes pour les émissions de gaz d'échappement, avec le CO2 et tout ça. Et donc, ils ont trafiqué les algorithmes pour changer le rythme des moteurs quand ils étaient en test pour les normes. Ça a coûté aussi des milliards à Volkswagen. Et dans ces deux cas, le management se retrouve face à ses responsabilités, puisque c'est eux-mêmes qui vont instaurer cette culture de... Exactement. Donc, alors, sans faire de dogmatisme sur le management, c'est-à-dire dogmatisme au sens où il faut être directif, pas directif, il faut être dans une entreprise livrée, c'est pas mon débat. Mon débat, c'est que la sécurité psychologique est essentielle à la performance, parce que ça nous permet de parler quand il y a des problèmes, mais ça nous permet aussi évidemment d'évoquer quand il y a des bonnes choses qui se font. Et ça va changer la donne par rapport à l'innovation. Vous prenez quelqu'un qui vient avec une idée, par exemple, on va lui dire ton idée, elle est intéressante, qu'est-ce qu'on peut faire pour la valider? Qu'est-ce qu'on peut expérimenter pour la valider? L'autre approche, c'est non, écoute, on a autre chose à faire, ce n'est pas dans nos objectifs. Et dernier point, c'est la communication qui est étroitement liée. La communication. Alors, ce que j'ai appris en travaillant aussi bien avec des Européens que des Japonais, que des Américains, c'est que la communication, évidemment, elle n'est pas la même partout. On n'a pas du tout la même approche. Les Américains peuvent très bien vous faire avec un très grand sourire, vous exprimer, d'aller vous faire voir ailleurs, et de manière extrêmement polie. Un Japonais ne va pas savoir dire non. Il va dire plutôt que non, il va dire c'est très difficile. Alors, quand on dit c'est très difficile, pour un Français, c'est faisable, oui. on va y arriver. On va y arriver. Pour un Japonais, ça veut dire non, c'est un non absolu, d'accord? Ça, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Bon. Et donc, ce que j'ai intégré et modélisé basé là-dessus, c'est une série de méthodes pour la communication qui marchent en cross-culture, c'est-à-dire qui marchent avec toutes les cultures, et qui m'a permis de décrocher des décisions instantanées, aussi bien avec des Japonais qu'avec des Américains qu'avec des Européens. Donc ça fait partie des éléments clés dont je parle dans mon livre, parce que autant c'est important pour la performance de la prise de décision, qu'on ne perde pas de temps, qu'on ait les bonnes informations, mais à titre personnel, c'est un booster de carrière d'être capable de se présenter correctement devant une équipe de management ou devant une équipe d'investisseurs et de présenter un projet correctement. Donc j'ai un chapitre qui est dédié à ça, avec les éléments clés que j'ai détectés dans ma carrière. Et Philippe, tout à l'heure, j'ai fait une erreur, j'ai parlé de révolution au lieu de révélation. On peut se dire que la révélation va peut-être amener la révolution. Alors, le livre n'est pas que sur l'IA, il est sur l'innovation et l'innovation IA. Oui. Est-ce que là, on vit une révolution IA? Est-ce que je peux aller de cette révélation à la révolution? Alors, je pense qu'on est effectivement, sur l'utilisation de l'IA aujourd'hui, on est face à une révolution, oui, parce qu'en fait, et ça c'est évidemment depuis ChatGPT, parce qu'en fait c'est devenu visible par le commun des mortels. Un plus grand nombre. Alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc avant j'ai implémenté différents algorithmes de machine learning dans les entreprises que j'ai traversées, mais c'était confidentiel, on va dire, comme méthode, et c'était réservé effectivement soit au labo, soit à des DSI avancés, mais certainement pas au grand public tel qu'on l'a vu depuis ChatGPT. Donc, depuis ChatGPT, on s'aperçoit que l'IA peut impacter absolument tout le monde, dans tous les domaines d'activité. Et c'est là, évidemment, où il y a un aspect révolutionnaire, même s'il y a de grandes désillusions qui sont liées au fait qu'on se rend compte que dans certains cas, ça ne fonctionne pas exactement comme on voudrait. Il y a peut-être une période d'euphorie, là, on revient un petit peu à des fondamentaux. Oui, le hype, l'euphorie. En fait, je pense que la plupart des personnes n'ont pas compris
que l'IA, en tout cas les IA génératives, pour rester sur le côté IA génératif qui est ce qui est ressorti depuis ChatGPT. C'est la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Voilà. Que les IA génératives, en fait, elles sont statistiques. C'est-à-dire qu'à certains moments, elles vont vous donner un résultat qui, pour elles, est le résultat le plus probable. Et donc, quand on vous donne le résultat le plus probable, pour l'IA, c'est juste. Sauf que ça peut être totalement faux, finalement, pour l'humain qui va recevoir le résultat. C'est la raison pour laquelle on est obligé de tout vérifier, finalement. Tout ce qui est sorti par une IA générative doit être vérifié et revérifié, parce que statistiquement, ça peut être juste, mais ça peut être faux par rapport à la question qui a été posée. Alors pour vous, la performance de l'IA peut se mesurer comme la performance de l'innovation. Alors comment on mesure l'innovation? Vous parliez tout à l'heure de taux d'erreur. Est-ce que du coup on peut dire l'IA va se mesurer sur son taux d'erreur? On peut parler de ROI. Comment on mesure l'innovation? Comment on mesure particulièrement l'innovation IA? Alors pour l'innovation, je vais déjà resituer ce que veut dire l'innovation, parce que c'est un point important. Encore une fois, il y a beaucoup d'interprétations, pourtant il y a des définitions qui sont extrêmement claires. L'innovation, c'est la mise sur le marché ou la mise en production d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou très significativement amélioré. S'il n'y a pas de mise sur le marché ou s'il n'y a pas de mise en production, ça n'est pas une innovation. Ça n'est pas de l'inno. D'accord ? Ça peut rester une idée, ça peut être une invention. Une invention n'est pas forcément d'ailleurs une innovation, parce qu'il y a beaucoup d'inventions qui vont rester au stade de brevet, voire même au stade de secret industriel, mais qui ne vont jamais devenir des innovations. Donc si on part du principe qu'on parle de la mise sur le marché, par exemple, eh bien, une des manières de mesurer l'innovation, ça va être de se dire, on va regarder la proportion du chiffre d'affaires généré par des produits nouveaux dans les 12 ou derniers 24 mois. Et donc là, on a une mesure précise de l'effet de l'innovation sur l'entreprise dans son chiffre d'affaires et dans sa marge. D'accord ? Maintenant, si on part très en amont sur ce qui va amener à l'innovation, c'est-à-dire toutes les expérimentations, toutes les explorations qui ont lieu en amont, qui permettent de valider des idées ou des technologies, ce genre de choses, là, en fait, on a différents KPI qui peuvent être le nombre d'apprentissages qu'on va avoir lors de ces explorations, le nombre de l'argent qui va être dépensé dans ce cadre-là, éventuellement. Mais le vrai résultat, c'est ce qui se passe à la fin. C'est le chiffre d'affaires, la part du chiffre d'affaires qui est liée au nouveau produit ou service. Alors, vous avez d'expérience, vous rencontrez de multiples entreprises. Est-ce que vous pouvez ressortir, sans rien dévoiler de votre livre ou même de vos conférences, mais quelques clés un peu de bonnes pratiques pour bien mener un projet d'IA? Alors voilà, j'ai un chapitre dédié dans le livre, mais c'est pas grave, et j'en parle. Tout dévoiler quelques petites Non, clés, mais j'en parle sans aucun problème dans mes conférences, j'en parle aussi dans des webinaires. J'ai aucun problème pour livrer de la valeur, parce que l'endroit où moi je vais agir, ça va être l'accompagnement de dirigeants, et ça va être dans les conférences que je vais faire pour les collaborateurs. Donc si je peux donner de la valeur en amont, en donnant des tips comme vous dites, j'ai aucun problème pour le faire. Alors faites-le. D'accord. Alors, le premier élément, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est quelle est la vision des dirigeants de l'entreprise par rapport à l'IA et quelle stratégie mettre en place. Donc la première difficulté, c'est est-ce que les dirigeants en question sont compétents pour parler d'IA? Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Donc c'est pour ça que l'accompagnement est critique, parce que ça permet de déterminer ce qu'on peut faire avec l'IA dans leur cas spécifique de l'entreprise. Si on ne fait pas ça, le niveau de performance, si on reparle de performance, risque d'être assez dégradé dès l'instant où on a des personnes qui ne sont pas présentes. C'est la raison pour laquelle, il y a plein de consultants qui sont excellents dans le domaine, donc ça c'est pas pour me vendre, mais il y a plein de consultants excellents dans le domaine, il est nécessaire d'accompagner les dirigeants. Là où moi j'ai une valeur ajoutée supplémentaire, c'est une fois qu'on a établi ça, je vais aider à la communication. Pourquoi ? Parce que quand on amène quelque chose de nouveau dans l'entreprise, que ce soit l'adoption de l'IA, que ce soit un plan de transformation d'entreprise, eh bien tout de suite, ça va générer des questions dans l'esprit des collaborateurs. Et les deux questions qui vont se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi et est-ce que mon job est à risque? On est tout de suite dans un mode anxiogène. Donc si on n'attaque pas tout de suite l'éléphant qui est au milieu de la pièce, qui sont ces deux questions, vous allez avoir des personnes qui vont être en recul, qui vont être en résistance de la transformation. Parce que quand on parle d'IA, on parle de transformation. Quand on parle d'IA, on parle d'une manière différente de faire les choses. Et qu'est-ce que c'est que cette manière différente de faire les choses? C'est de l'innovation de procédés.
Donc on en revient à l'innovation. Vous voyez, le lien entre l'IA et l'innovation, il est très fort. C'est l'innovation de procédé. Ce qui veut dire que si vous adoptez les mécanismes clés de l'innovation, les mécanismes fondamentaux de l'innovation pour l'adoption d'IA, ça va rouler. Si par contre vous n'avez pas compris ça, eh ben, encore une fois, ça va partir dans le mur. Oui. Donc on est dans une situation qui est vraiment très simple. Donc là, je vais aider à la communication, d'autant plus que si les managements de l'entreprise n'est pas très numérique, on va dire, ou en tout cas n'est pas connu pour être extrêmement branché numérique ou IA, eh bien, ça pose un problème de crédibilité s'ils vont montrer une stratégie. Donc moi, j'arrive en appui et on va utiliser ma crédibilité, ma légitimité pour montrer que les messages de la direction sont pertinents et qu'il ne faut pas en avoir peur. Et donc là, je viens démystifier les problèmes qui sont liés à l'IA. Je viens expliquer les différents aspects de l'IA dont il ne faut pas avoir peur et la manière dont les gens vont être augmentés, vont gagner en productivité, vont gagner en qualité de travail. Et le principal frein que vous avez, c'est le frein social ou Évidemment. Oui. Évidemment. Vous voulez que je vous donne un autre exemple par rapport au frein social ? Donnez-nous un exemple, Philippe. Je vais vous donner un exemple par rapport à... Je vais prendre l'exemple de la Suède. En Suède, on avait un ministre de l'Emploi et de l'Intégration, Ylva Johansson, qui est devenue depuis commissaire européen. Alors, je ne sais pas où elle est actuellement, mais... Et elle disait... on lui posait la question sur les nouvelles technologies, parce que la Suède est le pays qui a le moins peur en Europe des nouvelles technologies. Pourquoi ? Et elle dit, c'est pas compliqué, allez voir un patron de syndicat et demandez-lui s'il a peur des nouvelles technologies. Et il va vous répondre, non, on n'a pas peur des nouvelles technologies, on a peur des anciennes technologies parce qu'elles nous rendent obsolètes. Alors en Suède, ils ont fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont dit, tout le temps qu'on gagne avec les nouvelles technologies, grâce aux automatisations, et puis donc par extension l'IA et ainsi de suite, eh bien on l'utilise pour former les collaborateurs aux nouvelles technologies. Donc on est dans un cercle vertueux. Et face à ça, vous avez des résistances dans des entreprises françaises en disant non mais attendez, ça va supprimer des emplois. Aujourd'hui, moi je ne serais pas aussi négatif. Il y a une raison simple à ça. Vous savez d'ailleurs, puisqu'on l'a vu dans les mouvements politiques récemment, on a un problème de décroissance démographique en France. Alors, le problème politique, c'est de dire on va adresser la décroissance démographique avec de l'immigration, par exemple. Alors, vous voyez le sujet qui est touchy. Oui, tout à fait. Oui. Ou la robotique. Et voilà, exactement. Ou la robotique et l'IA qui va venir compenser les gens qui partent à la retraite et qu'on ne peut pas remplacer. Donc, premier élément, il ne faut pas avoir peur que l'IA vous remplace parce qu'on a besoin de vous et on a surtout besoin de remplacer les gens qui partent. Donc, vous voyez, c'est ce genre de message que je fais passer qui est vraiment essentiel. Donc, dans les chiffres, on est à 1,68 en termes de taux de fertilité aujourd'hui en France. Et au Japon, on est à un taux de fertilité encore plus bas. Et l'angoisse par rapport à l'IA, elle est quasiment nulle. Ils ont compris qu'on ne pourrait pas s'occuper des seniors si on n'utilisait pas des robots et de l'IA. Alors, vous êtes sur le passage, là, vous êtes venu dans les studios d'ITFacto, vous naviguez entre l'Europe, différents pays européens, les US. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez retirer on en a parlé un petit peu, on parle d'agilité, de cette appréhension de l'erreur qu'on peut avoir en France. Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses dont on peut s'inspirer venant des US là, sur le sujet de l'innovation et de l'IA en particulier ? Alors, on sait qu'aux US, on a beaucoup moins de problèmes de financement pour tous les projets. En fait, aux US, il y a une loi des nombres qui fait qu'on va préférer avoir financé 100 projets et on sait que sur les 100 projets, il y en a peut-être 2 qui vont payer pour tous les autres. On est beaucoup plus frileux en France. Et là, je pense qu'on a un gouffre entre les deux cultures françaises et peut-être même européennes et américaines. En tout cas, françaises, on va parler par exemple... Je vous donne un exemple. On va parler de la méthode essai-erreur en France. On a appris ça à l'école. La méthode essai-erreur, tu essayes et puis tu vas avoir des erreurs. Aux États-Unis, on ne va pas parler d'essai-erreur. On va parler de test and learn. C'est de l'apprentissage en fait. Donc en fait, en termes de structure mentale, on sait, dès l'instant où on fait un essai aux États-Unis, qu'on va apprendre. Quelqu'un qui a échoué sur une première start-up aux États-Unis, il a appris. Quelqu'un qui a échoué sur une start-up en France, il a échoué. Il est blacklisté. Il est blacklisté. Oui, à un certain moment, d'ailleurs, il était blacklisté à la Banque de France. Ce n'est plus le cas maintenant, mais... donc, en fait, en termes de mentalité, on a ça comme différence.
en termes de mentalité, j'ai parlé tout à l'heure de la prise de parole en public. C'est une grosse mentalité différente. Moi, mon rôle aujourd'hui, le rôle que je considère important dans mon retour à la communauté, entre autres, c'est d'être capable de faire le pont entre la mentalité, ou en tout cas le meilleur des mentalités que je vais trouver aux États-Unis, avec ce que je peux fournir à la France. Mais réciproquement, je fais pareil dans l'autre sens, puisque le côté français est aussi intéressant. J'ai remarqué ça aussi chez Apple, d'ailleurs. Chez Apple, je me souviens avoir fait une démonstration de pourquoi quelque chose fonctionnerait. Et je me suis fait, avec beaucoup d'étonnement, on m'a dit, mais écoute Philippe, la démonstration, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Si tu dis que tu as un résultat, c'est bon. On n'a pas besoin de la démonstration. En France, vous devez faire une démonstration. Peut-être parce qu'on est une peuple d'ingénieurs aussi. Exactement, mais c'est là où on a une force. Parce que j'ai vu des ouvrages aux États-Unis pour résoudre des intégrales où en fait il y avait problème-solution. En France, on apprend à résoudre des intégrales. Donc en fait, on peut aussi inspirer les US sur notre façon de faire. Absolument. Et d'expliquer. Et c'est d'ailleurs pas très étonnant qu'on ait de très bons ingénieurs IA qui viennent de France. Ouais. Est-ce que pour vous aussi, l'innovation doit être incarnée? C'est-à-dire, vous parliez de Steve Jobs là tout à l'heure. Est-ce qu'on doit être, où je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, je dois incarner cette innovation? Alors là, on parle sur un autre sujet qui est le sujet de qui est un innovateur. Parce que comme je le dis, innovation, c'est ce qui arrive en bout de chaîne. Mais en fait, une innovation, c'est jamais l'objet d'une seule personne. C'est forcément un travail d'équipe. Une innovation même avec les technologies actuelles où quelqu'un peut faire beaucoup de choses avec tous les services web, un micro-entrepreneur va pouvoir éventuellement innover, mais ça va rester quand même relativement limité. Mais il faut la tête de gondole, il faut l'incarnation de cette innovation. Alors l'incarnation, si on parle de Steve Jobs par exemple, Steve Jobs, il avait, et qu'on peut considérer comme étant un innovateur, pourquoi? Parce qu'il était le promoteur des innovations au sein de l'entreprise, et il avait surtout une caractéristique, c'est qu'il était capable de récupérer des choses à gauche, à droite. C'est un grand fan de Sony, par exemple, Steve Jobs. Il allait fréquemment au headquarters de Sony, donc à Shinagawa, à Tokyo. Et donc, il s'inspirait de Sony. Je vais vous donner plusieurs exemples, d'ailleurs. Allons-y. Un exemple, lorsque Steve Jobs a présenté le MacBook Air, il l'a sorti d'une enveloppe. Et les gens se sont dit « Ah, c'est génial comme présentation, et c'est fabuleux ». En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que la même présentation avait été faite bien avant par Kunitake Ando, qui était le responsable des Vaio de chez Sony, et qui est devenu d'ailleurs le président de Sony par la suite. Le Vaio 505, qui était le Vaio ultra plat, il l'avait sorti d'une enveloppe. Steve Jobs avait trouvé ça génial, il avait assisté à la présentation, il a dit « je vais faire pareil ». Comme il est beaucoup plus visible et public que Ando, eh bien, c'est lui qui a récupéré l'image de l'innovateur par rapport au type de présentation. Et ça, c'est du Steve Jobs tout craché. Il est capable de s'inspirer d'autres. Si on prend l'iPod, Steve Jobs, il a vu le Walkman digital de Sony, d'accord, qui existait bien avant l'iPod. Oui, tout à fait. Il y avait plein de lecteurs MP3 qui existaient avant l'iPod. Et il a vu que Sony, et en fait Akio Morita, qui était le cofondateur de Sony, avait créé une stratégie qui était la stratégie de fusion du contenu et du matériel. C'est la raison pour laquelle on a Sony Pictures, Sony Music et la division électronique de Sony. Ça, c'était la vision d'Akio Morita. Guerre de baronnie, Sony Music refusait que les Digital Walkman servent de support au piratage, tel que ça avait été le cas pour les Walkman à cassette. Donc, ils ont mis en place un DRM pour protéger les droits, mais qui était tellement pénible à utiliser que finalement, le produit n'a pas été un succès. Et Steve Jobs, il voit ça, il se dit, mais en fait, Akio Morita, il avait raison. Hein. Il avait raison, sauf que Sony a mal exécuté. Moi, je vais exécuter. Et ça a été la sortie de l'iPod avec iTunes. Avec iTunes, tout à fait. Ben merci en fait Philippe pour ces éclairages. On pourrait parler longtemps sur ces innovations, sur votre parcours. Surtout que vous êtes passé par Sony, donc vous pouvez faire... bah oui, non mais j'ai toutes les histoires internes. Je ne peux pas tout vous dire évidemment parce que j'ai un devoir de réserve. Mais est-ce qu'on trouve aussi des anecdotes comme ça dans votre livre? D'accord. Oui. Merci Philippe pour cet éclairage. Donc je rappelle votre ouvrage publié chez Duno, Innover ou agoniser, c'est vous qui voyez, avec une baseline, un sous-titre, non pas la révolution de l'intelligence innovationnelle, mais la révélation. Exactement. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce titre, Innover ou agoniser, c'est vous qui voyez, c'est aussi le titre de ma conférence phare.
Très bien, ben nous on va choisir d'innover. Voilà. Voilà. Merci Philippe. Merci. Et nous on se donne rendez-vous pour un prochain grand théma, CEO le monde informatique.